Merci beaucoup Jérôme de m'avoir invité. Merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices. Je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, pour présenter cette conférence, alors je vais essayer effectivement d'être le plus concret possible, mais effectivement, cette conférence s'appelle quand même la réconciliation de ces tenants théoriques. Donc, on va faire un petit peu de théorie quand même. Et on va voir un petit peu les différentes définitions de la réconciliation dans ce qu'on appelle la littérature décoloniale. Je m'expliquerai un petit peu par la suite là-dessus. Et aujourd'hui, comment on pratique la réconciliation, mais plus particulièrement, en fait, comment le gouvernement canadien pratique ce qu'on appelle la réconciliation. Avant de continuer, je vais peut-être préciser deux choses. La première, bon, c'est anecdotique, mais j'ai fait un PowerPoint, mais je me suis dit que finalement, j'allais vous faire la présentation en direct sans vous partager ça. Mais si vous avez envie que je vous le partage à un moment donné dans le chat, là, je pourrais vous le partager, il n'y a aucun souci là-dessus, puisque je fais des références à quelques ouvrages que je considère comme très importants sur ce thème de la réconciliation et que je vais citer en plus dans ma conférence. L'autre point, c'est effectivement, alors la reconnaissance territoriale a été faite. Je voudrais également reconnaître quelque chose qui a une implication quand même importante. En ce qui me concerne, je me considère comme un colonisateur par proxy, bien sûr, mais parce que je profite du colonialisme d'établissement. Je ne suis pas autochtone, je ne suis pas impacté par les politiques du colonialisme d'établissement et je profite de plus ou moins consciemment et inconsciemment des politiques coloniales d'établissement. À partir de ce point-là, ce que je veux vraiment préciser avec vous, c'est que ça a des conséquences sur la manière dont je donne des conférences et sur la manière aussi dont je traite les questions qu'on appelle les études autochtones. C'est que je considère que je ne suis pas neutre quand je vous présente tout ça. Je n'ai jamais prétendu d'ailleurs à la neutralité axiologique. Je crois que c'est un peu une fumisterie, mais en sciences humaines en tout cas. Mais de toute façon, encore moins quand je suis en position d'allochtone, de blanc, de français, qui plus est. J'ai beaucoup d'autres défauts d'ailleurs, mais bon, bref, donc en tout cas, à l'intersection de beaucoup de choses problématiques qui font quand même que ça me positionne dans une certaine disposition pour la suite de cette conférence. Gardez-le à l'esprit. À partir de là, avant de parler de réconciliation, je voudrais quand même revenir sur un point qui est important, une définition importante, parce que avant de parler de réconciliation, il faudrait qu'on établisse en fait le contexte dans lequel on parle de réconciliation au Canada. Et ce contexte-là, je l'ai déjà évoqué, c'est ce qu'on appelle l'État colonial d'établissement. Le Canada est un État colonial d'établissement. Et avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'entende d'une certaine manière sur la définition de l'État colonial d'établissement. Alors, dans la littérature qu'on appelle décoloniale, je reviendrai un petit peu sur ce terme-là par la suite, mais dans la littérature qu'on appelle décoloniale, nous nous entendons, tous et toutes. Alors, vous trouverez peut-être des termes différents selon les auteurs, les autrices, mais on s'entend tous et toutes pour dire que le colonialisme d'établissement, évidemment, est une forme particulière de colonialisme, mais est une forme particulière du colonialisme parce qu'elle repose sur trois piliers essentiels. Et je vais revenir sur ces piliers et les implications que ça a pour la définition de la réconciliation et sa pratique. Le premier pilier de l'État colonial d'établissement, et ça c'est vraiment fondamental en vérité, c'est que c'est un colonialisme au présent. Le colonialisme d'établissement n'est pas fini. L'État canadien est toujours un État colonial d'établissement. D'une certaine manière, c'est un des piliers essentiels, mais c'est souvent le plus difficile en vérité à faire passer auprès du public ce genre de pilier-là. Enfin, ce pilier-là. Et je voudrais juste mentionner quand même, d'une certaine manière, il me suffirait de dire que pour le reste de cette conférence, je vais parler des autochtones et des allochtones, les personnes qui sont non autochtones. Le simple fait de dire ça, en vérité, démontrerait qu'il existe toujours un État colonial d'établissement. Puisque si il n'y avait pas cela, je ne serais pas obligé de faire cette espèce d'énorme essentialisation
derrière le terme autochtone, et je veux quand même que vous gardiez à l'esprit que derrière le terme autochtone, qui est une essentialisation malheureusement, il y a des nations différentes, évidemment des individus différents, mais des nations distinctes avec leur langue, leurs histoires, leur gouvernance traditionnelle, leurs droits traditionnels, bref, et une histoire différente par rapport au colonialisme d'établissement. Donc le simple fait de dire ça, évidemment, devrait suffire pour vous convaincre que le colonialisme d'établissement est au présent. Mais je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. D'une certaine manière, le colonialisme d'établissement au Canada, il s'incarne quand même face avec l'existence toujours réelle, et je vais en parler à la fin aussi de cette présentation, ben, il s'incarne à travers l'existence et la persistance d'une loi qui continue de déterminer les relations entre les allochtones, les Canadiens, Canadiennes et les autochtones, à savoir la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens existe encore et la loi sur les Indiens détermine encore, d'une certaine manière, c'est Thierry Rodon qui est à l'université de Laval justement, hein, qui dit qui parle de mise sous tutelle des autochtones, et notamment par cette loi-là qui continue de traiter les peuples autochtones comme s'ils étaient sous tutelle de l'État canadien. Donc l'existence de cette loi-là, mais devrais-je ajouter, d'une certaine manière, les femmes autochtones disparues et assassinées, la persistance du racisme, que vous croyez ou non au racisme systémique, peu me chaud d'une certaine manière, mais de toute façon, le racisme, il faudrait être d'une particulière malhonnêteté intellectuelle pour ne pas constater la persistance de ce racisme tous les jours, mais on pourrait aussi parler des différences socio-économiques encore très grandes. Bref, ce colonialisme-là, il est encore d'actualité. Et ça a deux implications quand même pour nous aujourd'hui. La première, c'est que lorsque l'on parle de réconciliation, ben, on parle de réconciliation à un moment T de l'histoire du colonialisme d'établissement au Canada. Je reviendrai là-dessus, mais aujourd'hui, on parle d'une période coloniale au Canada qui serait celle du colonialisme caché. Alors, c'est Count Tassel et Tayaka Alfred qui ont trouvé ce terme. Je le réexpliquerai un petit peu plus tard. Mais la réconciliation, elle s'inscrit dans cette période coloniale. La deuxième, ben, c'est qu'il faut considérer que la réconciliation, elle ne se limite pas à reconnaître les erreurs du passé. C'est aussi reconnaître les violences du présent. Ça, c'est un point assez important sur lequel je reviendrai parce que c'est bien là le problème de la réconciliation concernant le gouvernement canadien. Deuxièmement, dans le deuxième pilier, le deuxième pilier qui fait du colonialisme d'établissement un colonialisme particulier, donc il est au présent, mais aussi le colonisateur est là pour rester dans le colonialisme d'établissement. La population coloniale est là pour rester. Le juge en chef Lamer de la Cour suprême avait eu cette formule, d'ailleurs célèbre dans l'arrêt d'Elgamuc en 97, à savoir « Nous sommes tous là pour rester ». Et d'une certaine manière, il a raison, mais surtout ça a une implication réelle. Pourquoi on parle de pensée décoloniale et pas post-coloniale? C'est que personne dans la littérature décoloniale n'imagine, même les penseurs, penseuses autochtones les plus radicaux, radicales, et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, au contraire, mais ne pensent à un Canada qui serait vidé de la population canadienne, c'est clair. Personne ne demande ça et ce serait faux de l'imaginer même. Donc, l'idée de la réconciliation et même de la décolonisation, c'est d'imaginer demain justement les voies possibles pour que nous puissions partager ce territoire, ces territoires, de nation à nation, d'accord? Donc pouvoir discuter sans les rapports de domination. Et c'est pourquoi on parle de pensée décoloniale et non post-coloniale. C'est la grande distinction qu'il y a dans la littérature sur ce sujet-là, même si les deux, évidemment, s'influencent énormément dans la pensée. Finalement, dernier point, pour nous, ce dernier pilier du colonialisme d'établissement, c'est le fait que le but de l'État colonial d'établissement est de se transcender. Alors, je pourrais partir sur une digression d'au moins 1 heure sur le sujet, mais je ne vais pas faire ça. Disons que l'idée de la transcendance de l'État colonial d'établissement, c'est de faire oublier à sa population
d'abord, hein, mais aussi à l'international, qu'il est un État colonial d'établissement. Et pour cela, notamment, hein, entre autres choses, l'État va se doter d'outils qui vont conduire à s'inventer un autochtone. Alors, Thomas King dirait l'Indien mort, là, mais à s'inventer un autochtone qui n'existe pas. La conséquence pour la réconciliation, pour nous aujourd'hui, c'est que la réconciliation, et ça c'est ce que disait Jody Wilson-Raybould dans son dernier livre, c'est que la réconciliation, elle implique de la part des Canadiens, Canadiennes, elle implique de notre part de nous déconstruire cette image-là, hein, et de nous réconcilier avec l'autochtone qui existe, avec les autochtones qui existent, les autochtones réels, pas ceux qu'on a dans notre tête, qu'on nous a inventés, qu'on nous a fait nous représenter par tout un tas de choses, hein, les Disney, les machins, la télévision et la représentation des autochtones en règle générale. Donc, on doit apprendre, on doit s'éduquer avant même de discuter, hein. On doit entendre aussi les paroles des autochtones dans toute leur diversité. À partir de ces trois éléments-là, je reviens au premier, hein, pour marquer donc où est-ce qu'on en est là. Quand on parle de réconciliation, on est dans quelle période? C'est un colonialisme au présent, on est dans la période dite de colonialisme caché. Cette période-là, cette période que nous vivons aujourd'hui, est marquée par, dans nos relations, hein, est marquée par le suivi d'un paradigme qu'on appelle le paradigme de la reconnaissance dans nos relations entre les Canadiens, Canadiennes et les peuples autochtones. Le paradigme de la reconnaissance. Alors là, ce paradigme-là, il a été pensé, je vous le dis tout de suite, par des grands noms de la philosophie canadienne, hein. Donc là, je vais vraiment vulgariser toute cette pensée en deux phrases, à la limite de la vulgarité à leur encontre. Donc vous m'excuserez, si vous êtes philosophe, ne me jetez pas des tomates tout de suite, hein. Évidemment, c'est plus complexe que ce que je vais dire là, hein, d'accord? Mais disons que le paradigme de la reconnaissance pourrait se définir comme le fait pour l'État canadien de reconnaître des droits spécifiques aux nations autochtones. Mais la conséquence de cela, c'est que pour se voir reconnaître des droits spécifiques, les autochtones doivent reconnaître d'une certaine manière la légitimité de l'État canadien. D'accord? Vous allez voir que ça a des implications importantes. Okay. De fait, comme on reconnaît des droits spécifiques, on ouvre des espaces de négociation au sein de l'État canadien. C'est pour ça que, bon, vous verrez beaucoup, en fait, la majorité des historiens, historiennes font naître cette période du colonialisme caché après le livre blanc de Pierre Elliott Trudeau en 1969. Moi, je pense que le début de cette période-là, en tout cas le début de cette ouverture des négociations et de ces espaces-là, se fait réellement après la décision de l'arrêt Calder en 1973, donc de la Cour suprême, arrêt qui officiellement mettait fin à ce qu'on appelait le terra nullius, le paradigme du terra nullius, le fait pour l'État canadien d'interdire en vérité ou de ne pas reconnaître le droit aux autochtones de pouvoir réclamer de la souveraineté sur leur territoire, étant donné qu'avec ce paradigme du terra nullius, qui a été inventé dès le XVe siècle et qui a été appliqué juridiquement jusqu'en 73 au Canada, qui faisait en sorte que, bon, on considérait que les autochtones n'avaient jamais été propriétaires de leur territoire. Évidemment, c'est une fiction juridique qui a été au profit du colonisateur, mais en tout cas, en 73, Larry Calder met fin officiellement, je reviendrai là-dessus, à ce principe du terra nullius. À partir de là, effectivement, il va y avoir l'ouverture de multiples espaces de négociation. Très rapidement, hein, la signature, par exemple, de la Convention de la baie de James et du Labrador en 1975, qui est le premier traité moderne de l'histoire du Canada. Après ça, ben, on va avoir effectivement des ouvertures multiples, des signatures d'autres traités modernes, des négociations tripartites entre provinces et États. On peut citer également, plus de manière économique, les négociations de ce qu'on appelle les ententes, répercussions et avantages, hein, quand les entreprises négocient avec les conseils de bande pour, en vérité, bon, faire des projets d'infrastructure sur leur territoire et en échange
Normalement, en échange, normalement, il y aurait des compensations financières et également l'embauche d'Autochtones sur ces projets-là. Bon, bref, donc on a de multiples espaces de négociation à partir de ce moment-là. Ces espaces de négociation-là vont finalement amener la réflexion canadienne sur la réconciliation. Et aujourd'hui, finalement, ces espaces de négociation sont vraiment enfin, la réconciliation est le corollaire de ces espaces de négociation. Si je peux me permettre un petit peu, c'est on négocie pour se réconcilier et on se réconcilie pour négocier. Hein. Et on est dans cette pratique-là. Tous ces espaces de négociation-là, c'est cette pratique-là de la réconciliation par le gouvernement canadien, par les autorités canadiennes et provinciales, bien entendu. Mais on est dans cette compréhension de la réconciliation. Le Canada, aujourd'hui, c'est on se réconcilie, on reconnaît les erreurs de notre passé, et il y a cette, mais dans l'optique de passer à autre chose, d'oublier que nous sommes un État colonial d'établissement. Et il y a cette formule qui est employée dans un ouvrage qui s'appelle le Manifeste de la réconciliation. Ce sera dans le PowerPoint que je vous mettrai après. Dans ce manifeste de la réconciliation, on dit bien, en fait, l'objectif de la réconciliation canadienne, c'est en fait de réconcilier les Autochtones avec la souveraineté coloniale canadienne. Bon, évidemment, ça pose des soucis, ça pose des questions, et surtout, on s'arrête presque à la première étape. On reconnaît le passé. Ça, c'est sûr, ça, c'est évident, et bon, la, presque la caricature de cette pratique-là a été Justin Trudeau dans les dernières années. Je vais dire du bien de lui à la fin, donc bon, prenez quand même ça. C'est pas grave si c'est bon. Je perds peut-être ma nationalité en ce moment, mais bref, c'est pas grave. Euh, parce que Justin Trudeau, c'était vraiment ça. Depuis 2015, c'est un petit peu je reconnais, je m'excuse et on passe à autre chose. Bon, entre les deux, c'est je reconnais, je m'excuse, je pleure, on passe à autre chose. Je reconnais, je m'excuse, je pleure et on passe à autre chose. Mais c'est vraiment ça, c'est presque caricatural depuis quelques années, depuis 2015. Mais globalement, ça a été la définition de la réconciliation et c'est la pratique de la réconciliation du gouvernement canadien. Ce qui fait que, effectivement, dans la littérature décoloniale, les penseuses autochtones critiquent cette forme de réconciliation-là. Alors, moi, je pense qu'on pourrait retrouver de manière très simplifiée deux grands courants de pensée qui critiquent cette réconciliation. Le premier courant de pensée, bon, c'est celui qu'on appelle les traditionalistes. Je veux quand même l'évoquer avec vous là maintenant. Euh, Courant de pensée qui a quand même son importance assez manifeste quand même dans la pensée décoloniale. Les traditionalistes, disons que eux et elles considèrent qu'il ne faut pas de toute façon rentrer en négociation, il ne faut pas rentrer dans ces espaces de négociation avec l'État canadien, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas rentrer dans ces espaces de négociation parce qu'en rentrant dans ces espaces de négociation, on légitime l'État canadien, on légitime une situation qui ne l'est pas. Donc, il vaut mieux se concentrer sur la résurgence de la gouvernance autochtone, des savoirs traditionnels, des langues, du droit traditionnel. Il vaut mieux se concentrer là-dessus afin de le faire ressurgir au-delà de l'existence de l'État canadien. Et d'une certaine manière, une fois ces sociétés ressurgies, eh bien, à partir de ce moment-là, la réconciliation sera l'aboutissement de cela, sera un fait abouti. C'est-à-dire que l'État canadien n'aura pas le choix, de toute façon, de se réconcilier, enfin, d'assumer, réconciliation ici entendue comme on acte le fait que les sociétés autochtones sont autodéterminées parce qu'on n'a plus le choix que de faire autrement. D'une certaine manière, cette pensée-là, avec un collègue, Nicolas Houd, on a appelé ça la réconciliation comprise comme la non-conciliation. On ne rentre pas en discussion, on ne se réconcilie pas, on ne se concilie pas,
Et à la fin, effectivement, on discutera de nation à nation, puisque de toute façon, vous, les allochtones, n'aurez pas le choix dans cette disposition. Ça, c'est l'un des courants de pensée. Je vais le mettre de côté pour le reste de la discussion. Je tiens quand même à le souligner. Ce n'est pas parce que je prends position pour l'un ou l'autre des courants de pensée, je veux juste discuter de l'autre beaucoup plus par rapport à ce qui se passe en ce moment. Mais il faut quand même le garder à l'esprit pour vous. Il y a quand même une partie de la littérature décoloniale qui considère qu'il ne faut pas se réconcilier. En tout cas, il ne faut pas rentrer dans ces espaces de négociation. Bon, le deuxième courant de pensée, effectivement, considère qu'il y a un problème dans la pratique de la réconciliation canadienne, mais ne ferme pas la porte au fait qu'on puisse discuter. Ne ferme pas la porte au fait que, effectivement, de toute façon, l'État colonial d'établissement, on ne peut pas faire autrement que de discuter avec lui puisqu'il est là, d'une certaine manière. Donc, il faut trouver des solutions et des solutions avec les autochtones, mais le point le plus important, c'est que c'est aux nations autochtones de décider les termes de la réconciliation, et donc c'est aux nations autochtones de décider comment elles entrent en négociation avec l'État canadien et comment elles entrent en négociation avec les provinces canadiennes. Alors, il y a énormément d'auteurs et d'autrices que je pourrais vous citer qui mettent comment on fait ça, comment on arrive à ça. Mais je vais revenir de nouveau à ce fameux livre, Le Manifeste de la réconciliation, qui pose 6 étapes. Vous comprendrez pourquoi j'en parle, parce que ces 6 étapes sont assez intéressantes. Comment on arrive à une réconciliation où effectivement, ce seront les nations autochtones qui détermineront pour elles-mêmes les termes de cette négociation. Eh bien, première étape pour le gouvernement canadien, c'est effectivement de mettre à terre le principe de terra nullius. Comme je vous l'ai dit, officiellement, la Cour suprême l'a mis de côté, le terra nullius, en 1973. Le problème, et c'est ce que nous disent plusieurs juristes aujourd'hui, le problème, c'est que la Cour suprême a une jurisprudence assez constante, même s'il y a eu quelques petits soubresauts avec quelques arrêts. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais une constante qui est, de toute façon, on ne reconnaît pas la souveraineté de facto des autochtones. D'accord? Donc, en l'absence de négociations, en l'absence de l'existence de traités modernes, en l'absence de l'existence de traités historiques, on ne reconnaît toujours pas le fait que les autochtones ont une souveraineté sur leur territoire. Donc, à partir du moment où la Cour suprême ne reconnaît pas cela, hein, et encore une fois, elle l'a reconnu une seule fois en vérité dans l'arrêt Haïda, en tout cas, mais elle n'a pas reproduit cette jurisprudence-là. Donc, à partir du moment où elle ne reconnaît pas ça, bon, on est toujours dans le terra nullius. Donc, la base, la première étape, c'est qu'effectivement, on dise les autochtones n'ont jamais abandonné leur titre, leur souveraineté sur leur territoire. Donc, on met à mal le principe de terra nullius. De cette première étape découle une deuxième étape. Logiquement, à partir du moment où on abandonne le terra nullius, on doit reconnaître automatiquement le droit inhérent à l'autodétermination des nations autochtones. C'est logique. S'ils n'ont pas abandonné leur souveraineté, alors de toute façon, à partir de ce moment-là, ils ont un droit à l'autodétermination. Mais ces deux étapes-là découle une troisième fondamentale, c'est que s'ils n'ont pas abandonné leur souveraineté et qu'ils l'ont toujours, si ils ont un droit à l'autodétermination, alors leurs droits traditionnels, leur façon de se gouverner traditionnellement, tout leur savoir traditionnel aussi, existent encore et sont toujours valides juridiquement parlant. Ça, c'est les 3 étapes pour rentrer en discussion. Ces 3 étapes-là sont nécessaires pour rentrer en discussion. À partir de ce moment-là, ils nous disent, ces auteurs-là, dans ce fameux manifeste de la réconciliation, là, on peut commencer à discuter des sujets qui fâchent de nation à nation. À savoir, on peut commencer à discuter du partage du territoire, et effectivement, ce sera une grosse discussion. On peut commencer à parler du partage de juridiction, la 5e étape. Et la 6e étape, effectivement, là, on peut parler du partage de souveraineté. Hein. Donc,
des étapes indispensables pour les allochtones pour ensuite avoir 3 étapes de discussion, de négociation qui, là, seront plus compliquées. Quand je dis ça, évidemment, on peut considérer que c'est impossible, hein. Mais là, je précise plusieurs choses. Je précise pour montrer qu'on n'est pas dans pas dans la lune. Je suis un pète de nuage, mais là, on n'est pas dans la. Il y a un côté pratique quand même là-dedans. D'abord, bon, le partage de juridiction suppose notamment la mise en place de ce qu'on appelle un pluralisme juridique. Donc, qu'il y ait sur le même territoire plusieurs traditions juridiques qui sont ensemble. Bon, ça, par exemple, au Canada, on connaît. Donc, on pourrait très bien l'appliquer demain, puisque ce pays est basé sur le pluralisme juridique. Se côtoie dans ce pays le droit civil bon, romano-germanique ou français et le droit de la common law. Donc, pourquoi ne pas intégrer aussi les droits autochtones? Le partage de souveraineté en tant que fédération, on connaît aussi, on est capable de faire ça. Et on est capable aussi d'imaginer d'autres formes de fédération. Mais surtout, ça, on a les bases presque intellectuelles, juridiques, institutionnelles pour le faire. Mais on peut aussi s'inspirer de ce qu'ont fait d'autres pays qui ont mis en place ce genre de choses-là. Alors, c'est sûr, la pratique peut être compliquée, hein, mais je n'en citerai que deux. L'Afrique du Sud a mis en place un pluralisme juridique fort dans sa constitution, où effectivement plusieurs systèmes juridiques se côtoient en Afrique du Sud, et plusieurs autorités gouvernementales se côtoient en Afrique du Sud. Mais si on prend aussi la Nouvelle-Zélande a mis en place un tribunal, le tribunal de Waitangi, qui règle justement ces conflits territoriaux entre les Maoris et les Néo-Zélandais. Et avec autant de juges Maoris que de juges néo-zélandais. Et ils essaient de trouver des solutions à tous les conflits qui se posent entre les Maoris et les Néo-Zélandais dans ces prétentions de souveraineté qui s'entrechoquent. Donc, il y a des solutions un peu partout dans le monde. On n'est pas dans l'impossible en vérité. On est dans le champ des possibles en vérité avec ça. À partir de là, je voudrais quand même, comme je vous ai dit, il y a une pratique de la reconnaissance pour le moment qui se limite à, de la part du gouvernement canadien, qui se limite à on reconnaît les erreurs du passé, on ne reconnaît pas nécessairement, on ne reconnaît pas d'ailleurs les erreurs du présent, et surtout, on essaie de faire en sorte de se servir de la réconciliation afin d'établir la souveraineté de l'État colonial canadien. Bon, c'est vrai, mais il y a quand même un point que je voudrais quand même souligner qui nous laisse peut-être un petit espoir dans un changement de paradigme. C'est le fameux plan sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, ce plan vient d'être adopté en 2023. Ce plan, il est vraiment assez intéressant. Donc, pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas au courant, hein, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, alors je ne peux pas revenir en détail sur tout ce qu'elle dit, mais je vais revenir sur 3 points. Elle a été votée en 2007. En 2016, le Canada l'a ratifiée sans réserve. Mais en 2007, donc cette déclaration des Nations Unies, elle prévoit, en gros, la reconnaissance du droit à l'autodétermination interne des peuples autochtones. Donc, droit à l'autodétermination interne. On s'entend sur le fait que les peuples autochtones pourraient s'auto-gouverner sur toutes les questions qui les concernent, hein, l'économie, les langues, la culture, l'éducation, etc., etc. Ça, c'est l'un des premiers gros points de la Déclaration des Nations Unies. Le deuxième point, c'est que toute question qui concerne les peuples autochtones devrait faire l'objet, hein, de l'obtention par les autorités canadiennes de leur consentement préalable, libre et éclairé. Sur cette question-là, pour le moment, le Canada considère que le consentement préalable, libre et éclairé se limite simplement à consulter les premiers peuples, hein. Bon, la vraie compréhension de cela, c'est que, effectivement, et ce serait assez logique que ce soit ça la compréhension, c'est que si les peuples autochtones disent non à quelque chose, ça vaut droit de veto, hein, ce consentement préalable libre et éclairé.
Parce que si on veut obtenir le consentement, si on vous dit non, bah c'est non, hein, d'une certaine manière. Donc c'est fou qu'on ne l'applique pas aux peuples autochtones, cette compréhension-là du consentement. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que la Déclaration des Nations Unies considère qu'il ne faut pas, quoi qu'il arrive, mettre en cause l'intégrité territoriale de l'État colonial. OK? Donc, ça, c'est les trois gros points. Et le dernier point est évidemment le plus discuté, le plus débattu dans la littérature décoloniale. Vous comprenez bien pourquoi. Mais à partir de là, le Canada s'est engagé à mettre en œuvre cette déclaration. Il s'est engagé à la transformer dans son droit interne. Et ce fameux plan, quand même, sur la Déclaration des Nations Unies, il prévoit, alors, plein de choses, hein. Il y a combattre le racisme, il y a éduquer les personnes, mais bon, il prévoit notamment la reconnaissance de l'autodétermination des peuples autochtones, qui est un point assez important. Mais l'autre point aussi, c'est qu'il s'agit de mettre en conformité toutes les lois, tous les règlements, bref, tous les textes législatifs canadiens avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le droit à l'autodétermination, d'abord, mettre les lois en conformité. Et là, vous me voyez venir parce que il y a une loi en particulier qui va à l'encontre réelle de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est la loi sur les Indiens. Quand on lit le plan, hein, la loi sur les Indiens, enfin, alors peut-être que je l'ai mal lu, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu cité pour le moment, d'accord? Mais moi, ma compréhension de ce plan sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies supposerait l'abolition de la loi sur les Indiens. Hein. Alors, ça va prendre du temps. On pourrait discuter des modalités pour la mettre en œuvre, cette déclaration des Nations Unies. Mais effectivement, il y a cette question-là importante. Et là, effectivement, si on entrait là-dedans, si on l'abolit, effectivement, là, on change de paradigme dans notre pays. Parce que là, on enlève le poids de cette loi qui empêche en vérité encore la discussion de nation à nation. Pour discuter. Évidemment, ça prendrait du temps et ça prend des négociations avec les peuples autochtones pour abolir cette loi. Hein. Donc, ça, c'est quand même un premier point. Mais tout ça pour vous dire, si on revient aux fameuses 6 étapes là, que j'ai citées, d'une certaine manière, ce plan-là respecte quasiment les 6 étapes pour rentrer dans cette discussion-là. Hein. Si on reconnaît le droit à l'autodétermination, on met fin au terra nullius. Et surtout, si on met en conformité les lois, hein, on abandonne toutes les lois qui ont empêché les savoirs traditionnels, le droit traditionnel, la gouvernance traditionnelle de s'exprimer depuis des siècles. Donc, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment avec ce plan-là. Malheureusement, hein, malheureusement, ce plan-là a donc été voté, signé, prévu par le gouvernement libéral. D'accord? Si tous les sondages continuent, bref, en tout cas, si on en croit les perspectives politiques, il est fort probable que nous vivions les dernières heures du gouvernement Trudeau, surtout avec le congrès du NPD qui vient de se passer, donc la coalition qui tomberait dans les prochaines semaines, et nous allons bientôt rentrer en élection. Bref, est-ce que le Parti conservateur va continuer et respecter ce plan-là? Bon, disons que bah voilà, je suis pas sûr. Hein, je vais rester. C'est enregistré, donc bon, on va dire, c'est pas sûr. Hein, j'irai pas plus loin. Donc, donc effectivement, donc il y a effectivement cette question-là. Et en fait, je, je, je voudrais juste souligner ça parce que je pense qu'on était quand même à un point charnière de notre histoire au Canada avec ce plan-là. Hein. Possiblement quelque chose, un changement de paradigme. Je ne dis pas que je suis un optimiste BA et que bon, ça allait changer complètement toutes les choses et que le Canada allait se décoloniser du jour au lendemain, mais quand même,
on était d'une certaine manière sur la bonne, enfin sur une voie meilleure que précédemment. Hein. Évidemment, c'est aux peuples autochtones de le décider eux-mêmes, hein, mais bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on allait sur une voie un petit peu meilleure. Hein. Et je voudrais souligner ça parce qu'on est à un moment charnière et on arrive 3 jours après, je pense, vous en avez entendu parler, du référendum qui s'est produit en Australie. Hein, euh, où effectivement, par référendum, les Australiens ont voté donc pour ne pas reconnaître les droits des peuples aborigènes et non seulement ne pas leur reconnaître, mais ne pas reconnaître qu'ils aient une place privilégiée au sein du Sénat australien. Et plusieurs quand même chefs aborigènes sur place ont dit la réconciliation est morte en Australie. Et il est clair que ce vote-là met un frein réel à tout projet de réconciliation en Australie. Je ne sais pas comment ça va continuer, mais là, c'est assez pessimiste. Et ben, évidemment, le plan de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ne va pas être au cœur de la prochaine campagne électorale. Mais je pense que le choix des Canadiens pourrait être comparable à celui des Australiens concernant les peuples autochtones, effectivement, en fonction du résultat. Parce que soit on continue, soit effectivement, il y a de gros risques quand même, hein, il y a de grandes chances pour que on s'arrête là. Hein, clairement, les conservateurs n'avaient pas voulu signer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et je signale que Harper passe pour un maudit centriste par rapport à celui qui s'en vient là. Donc, d'une certaine manière, j'ai peu d'espoir. Donc c'est ça. Hein. Il faut le garder à l'esprit. On a ce moment-là charnière. Bon, pour conclure, parce que j'arrive, je pense, à peu près au temps qui m'était imparti, pour conclure, je veux quand même vous dire qu'il y a une autre définition de la réconciliation sur laquelle j'aime toujours finir par rapport à cette question-là. C'est John Burroughs qui le dit dans l'un de ses ouvrages. Hein. Au-delà de ces débats sur l'autodétermination et tout ça, lui, il nous rappelle quelque chose, c'est que ces débats-là sur nos relations, c'est bien gentil, mais si dans 40 ans, notre planète n'est plus habitable, qu'on se soit réconcilié ou non, ça ne changera pas grand-chose pour l'ensemble de nous, hein, y compris les autochtones et les allochtones. Donc lui, il dit, avant de se réconcilier entre nous, réconcilions-nous avec la Terre. Merci beaucoup pour votre attention.